Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue à ce nouveau webinaire qui vient tout juste de démarrer. Donc, on va attendre quelques instants pour que tout le monde puisse rentrer, puisse profiter de ces moments de partage. Aujourd'hui, le thème, c'est la gestion des secrétaires, la gestion du risque infectieux lié à, à cette problématique. Et les webinaires, pour votre information, il sera disponible en replay également. Donc, vous recevrez un mail de la société Invivox qui vous donnera accès au replay de ces moments. Et si vous avez des questions tout au long de la présentation, vous avez accès en bas de votre écran au module QR sur lequel vous pouvez écrire votre question qui sera répondue à la fin euh, quand nous aurons un moment dédié aux questions-réponses. Donc aujourd'hui, on est accompagné du docteur Petit, Gilda Petit, pharmacien hygiéniste, et de monsieur Eric Uzuro, cadre de santé hygiéniste, qui vont nous partager leur expérience dans la gestion des secrétas et leur long combat avec différentes méthodes pour justement limiter les risques infectieux liés aux excrétas. Je les remercie beaucoup de leur temps et je vous laisse entre des mains avec du coup, les docteurs Petit, messieurs Ozuran. Bonjour à tous. Non, on ne voit pas là. Ça y est, c'est parti. Ah, bon, d'accord. Et il est où le Il faut que je projection? fasse le partage. Voilà, donc bonjour à tous. Je suis Gilda Petit, donc pharmacien hygiéniste, comme vous a dit Valentina, pharmacien au centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou. Et à mes côtés, donc Éric Usureau, cadre de santé hygiéniste, qui est partagé, lui, sur 3 établissements, Nogent-le-Rotrou, Châteaudun et La Loupe. Donc 3 établissements du 28, l'Eure-et-Loir, et soit au total 840 lits. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier la Société Didactique de nous avoir invités à vous faire partager notre expérience de mise en place d'un système de gestion des excrétas à patient unique au sein du centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou. Évidemment, un système qui a changé de façon radicale notre gestion des excrétas. Donc, l'hôpital de Nogent-le-Rotrou est situé en Eure-et-Loir, dans la région Centre-Val de Loire. C'est un hôpital de proximité de 257 lits, avec la répartition suivante, donc 60 lits de médecine à orientation gériatrique, 30 lits de soins médicaux et de réadaptation, 7 lits de chirurgie ambulatoire, un service d'urgence, d'imagerie médicale avec radiologie et scanner, 160 lits d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et une équipe d'hygiène hospitalière qui jusqu'en 2020 a été composée donc d'Éric qui était partagé entre le SSR et l'équipe d'hygiène et moi qui était donc partagée en temps partiel, partagée sur les 3 établissements de la direction commune de Châteaudun, Nogent et La Loupe. Et aujourd'hui, il n'y a plus qu'une équipe d'hygiène qui est réduite à un cadre de santé donc pour les 3 établissements et moi j'interviens en tant que PH 3 jours par mois. Donc, la gestion des excrétas, c'est quoi le problème? Donc, en tant qu'hygiéniste, nous savons tous que la gestion des excrétas doit être rigoureuse, maîtrisée, comprise, et que les problèmes, quand il y en a, sont multifactoriels. Une mauvaise gestion ou une gestion mal maîtrisée peut être à l'origine d'épidémies par transmission croisée. Alors, comment lutter contre ce péril fécal? Depuis plusieurs années, donc avec l'émergence des bactéries hautement résistantes émergentes, des BMR, BLSE, on parle du péril fécal. Donc c'est un problème de santé publique. En 2015, dans le PROPIAS, l'axe 2, dans le thème 2, on nous demande de prendre en compte le péril fécal et de prioriser la gestion des excrétas et de l'environnement en établissement de santé et en établissement médico-social. En 2017, il y a eu la révision des précautions standards qui inclut à partir de 2017 donc la gestion des excrétas.
Il y a eu l'audit GEX qui a été organisé avec le GREF, le groupe d'évaluation des pratiques en hygiène hospitalière. Plus récemment, en 2021, le REPIAS propose une boîte à outils périlfécale. Et puis, dans la stratégie nationale 2022-2025 de prévention des infections et d'antibiorésistance, donc il y a plusieurs indicateurs qui ont été définis relatifs au BHRE en établissement de santé. Et du coup, moi, je vais vous parler des leviers pour lutter contre la diffusion de ces entérobactéries et lutter contre la transmission croisée. Donc, on a plusieurs leviers qui peuvent être identifiés pour lutter contre ce péril fécal, notamment pour maîtriser la diffusion dans l'environnement des patients. Il faut bien connaître et appliquer les précautions standards, notamment le port du tablier au moment notamment de la gestion des excrétas, de la toilette, le port de gants au bon moment et aussi son retrait. Les gants ne doivent pas être portés plus qu'il n'en faut, doivent être retirés juste après le soin et doivent être ensuite précédés d'une hygiène des mains. Il faut aussi maîtriser tout ce qui est autour du bio-nettoyage des locaux et des surfaces. Autre levier pour lutter contre ce péril fécal, c'est en sécurisant la gestion des excrétas. Dans leur élimination et la manipulation des supports, dans l'application des bonnes pratiques au niveau du change au lit, de la toilette au lit, interdire l'utilisation des douches et des douchettes en les supprimant. En fait, pour permettre le respect de ces précautions, il faut avoir des moyens humains. Ces moyens humains doivent être formés aux risques infectieux. Quand on sait que les budgets au milieu hospitalier sont en constante diminution, avec parfois des réductions du nombre de soignants, moins de soignants pour autant de patients, et ben, tout de suite, ça implique un manque de temps. Et ce manque de temps augmente les risques liés aux facteurs humains. Et donc, il faut être là pour former, informer, évaluer et surveiller. Enfin, autre levier, il faut mettre à disposition des soignants des moyens humains, des moyens matériels, pardon, qui soient pertinents, qui doivent répondre aux attentes des équipes d'hygiène, mais aussi des équipes soignantes. Il faut que ces moyens soient fiables, faciles d'utilisation et avec un coût maîtrisé. Excusez-moi, hop, merci. Donc, qu'est-ce qu'on en a comme moyen matériel disponible et conforme selon les actualisations des précautions standards? On en a plusieurs. On a le lave-bassin, le broyeur et le matériel à usage unique en carton. Nous avons aussi les sacs à usage unique et le système à patient unique. Il faut, parmi tout cela, choisir le matériel adapté, fonctionnel, qui soit facile d'utilisation, maintenu en bon état et en nombre suffisant pour limiter les dérives. Qu'en est-il à Nogent-le-Rotrou, notre établissement? Jusqu'en 2014, nous n'avions aucun dispositif de lavage ou de désinfection automatisé. Tout ce qui était bassin et urinaux était vidangé dans les WC. Il faut savoir qu'à Nogent, on a 36 chambres pour le pôle hospitalisation, 36 chambres doubles sur les 54, donc beaucoup de chambres partagées. Une fois que ces bassins urinaux étaient vidés, il y avait une douchette dans chaque cabinet, donc rinçage à la douchette, dans les toilettes. Ensuite, les dispositifs étaient emmenés dans un local vidoir qui était souvent équipé d'une baignoire. Dans cette baignoire, on y mettait du détergent désinfectant pour les dispositifs médicaux. Tout se faisait à la main, donc du temps pour l'agent pour nettoyer, rincer et décontaminer les DM. À savoir aussi que l'utilisation du tablier à cette époque-là n'était pas aussi répandue que maintenant, et donc il était peu ou pas utilisé. Si on voit un petit peu le cycle des pratiques à haut risque de transmission croisée, on connaît tous le test à la fluorescéine. Cette fluorescéine qui va simuler un petit peu les excrétas est déposée dans le contenant et après rinçage du bassin avec la douchette, on peut constater que tout l'environnement de la cuvette des toilettes jusqu'au lavabo, voire même de la brosse à dents qui est posée sur le rebord du lavabo, tout ça c'est contaminé. On le voit visuellement sur les photos. Donc du coup, un bassin ou un urinal plein, on le vidange dans les toilettes, donc risque de projection, de contamination du soignant et de son environnement. Ensuite, on rince à la douchette, on recommence avec un risque de projection avec contamination soit du soignant, soit de son environnement. Ensuite, on amène les dispositifs pour un nettoyage des infections par trempage, pour rappel dans une baignoire, qui a un volume très important, le volume avait été calculé
pour avoir une bonne dilution, mais le volume a été calculé avec un marqueur au feutre sur le bord de la baignoire, donc c'était vraiment imprécis, qui dit cette imprécision dit un risque de mauvaise dilution, et donc du coup, une mauvaise dilution du détergent désinfectant, c'est une mauvaise désinfection. Ensuite, le bassin ou l'urinal était remis dans une autre chambre. S'il était mal désinfecté, on en arrivait à un risque de transmission croisée. Donc, quelle démarche pour améliorer et sécuriser nos pratiques? Donc, pendant 10 ans, donc de 2004 à 2014, donc il y a eu des tentatives renouvelées de l'équipe d'hygiène et d'un groupe de travail pluridisciplinaire de correspondants en hygiène pour introduire des lave-bassins. On n'était pas très ambitieux, on voulait un pour chaque unité de 30 lits. Et en 2014, on est toujours dans l'opposition de l'encadrement et de la direction des soins. On ne veut pas voir le personnel se promener avec des bassins pleins dans les couloirs. Bonjour les odeurs, on revient au siècle dernier. Sinon, on veut un lave-bassin par chambre. Ce qui est une très bonne idée, et ce serait vers cette solution-là qu'il faudrait tendre avec les lave-bassins. Deuxième démarche, donc en 2014, avec l'apparition des sacs protecteurs de bassin et tampons gélifiants, donc eh bien, on a l'autorisation de mettre en place ces sacs, de les utiliser uniquement pour les selles. Donc le principe en lui-même, il est déjà limite, hein. Mais parfois, donc évidemment, le bassin, il est demandé pour les urines et puis les selles suivent. Donc le sac n'a pas été prévu et donc tous les facteurs sont à nouveau réunis pour faire les fautes et conduire à une contamination de l'environnement et de la tenue du soignant. Donc les bassins restent à usage multiple et les bassins sont toujours décontaminés dans la baignoire du vidoir. La gestion des urines, elle reste inchangée. Les urinaux réutilisables sont conservés. Les urinaux sont parfois vidés dans les lavabos. Donc, là où les familles prennent parfois de l'eau pour remplir les carafes, malgré l'interdiction de le faire, hein. Mais bon. Et puis, donc, on commence à avoir l'autorisation de retirer les douchettes des WC. Et donc, ce retrait débute au rythme de 3 chambres par an et par étage. Donc, 9 chambres par an sur 54 en secteur sanitaire. Bon, ça ne va pas être rapide, hein. Et puis, dans notre projet de réhabilitation des locaux, c'est un projet qui est inscrit de réhabiliter les locaux utilité salle, pardon, et pour instaurer quelque chose d'un petit peu plus moderne et fiable. Donc, lave-bassin, la suite, eh bien, en tant que praticien hygiéniste au centre hospitalier de Chartres de 2013 à 2018, donc partagé avec Nogent-le-Rotrou. Donc, l'hôpital de Chartres, hein, c'est 1200 lits, avec un parc de lave-bassin qui était supérieur à 40. Donc, on voit qu'on est loin du ratio de 1 lave-bassin pour 12 lits. Donc, il y avait l'existence d'un groupe de travail spécial lave-bassin, incluant l'équipe d'hygiène, les services techniques et économiques, pour gérer les pannes, pour planifier le renouvellement des lave-bassins et tout ça. Donc, un groupe qui était assez chronophage, mais bon, voilà, ce groupe avait l'avantage d'exister et on avait des lave-bassins. Et puis, donc, le bilan des lave-bassins qu'on a pu faire, les avantages, c'est que les lave-bassins, le lave-bassin répond à la nécessité de gérer de façon optimale les excrétas avec la fonction vidoir, des cycles qui sont rapides et efficaces, sous condition. Et puis, c'est un bilan qui est positif dans les unités qui sont bien encadrées. Alors, les inconvénients, c'est que l'investissement est important. Un lave-bassin, c'est plus ou moins 8 000 € hors taxe, hein, plus une maintenance préventive annuelle. Donc, en général, le nombre, il est insuffisant. Le parc, avec les différents marchés, il est hétérogène. On a des cycles sporicides qui sont inconstants. On a des produits chimiques qui sont captifs, qui n'ont pas tous cette action sporicide. L'utilisation de ces lave-bassins nécessite un entretien hebdomadaire parce que l'eau dans notre région est très calcaire, donc les buses sont rapidement entartrées. Or, si on a des buses qui sont entartrées, eh bien, elles ne nettoient pas bien les lave-bassins, les bassins, pardon. Il faut donc des bassins et des urinaux qui soient en état. Dès qu'ils sont rayés, ce sont des nids à germes. Et puis, il faut des bassins et des urinaux qui soient
qui soit compatible avec les lave-bassins, parce que c'est toujours pareil, quand on rachète des bassins, eh ben, il faut vérifier que ces bassins, il y a plein de modèles de bassins différents, et il faut qu'ils soient compatibles avec les lave-bassins. Et puis le problème, c'est aussi le manque de formation des personnels à cause du turnover. Et donc, les agents arrivent et ils ne sont pas forcément formés à la manipulation de ces lave-bassins. Ça se fait comme ça sur le tas, etc. Mais il n'y a pas forcément toutes les informations. Et puis, bien évidemment, donc, on a une consommation d'eau et d'électricité qui est variable selon les marques, qui n'est pas négligeable. Et on a pu constater aussi que les contrats de maintenance préventive n'étaient pas forcément renouvelés pour des raisons économiques. Et donc, les pannes qui étaient fréquentes nécessitaient une solution dégradée et qui passait par le sac à usage unique. Et puis, malheureusement, j'ai été amenée à faire un constat personnel dans un service à haut risque infectieux, donc un service d'oncologie pour ne pas dire. Et donc, malgré un lave-bassin neuf, fonctionnel, en face de la chambre d'un patient, j'ai observé le soignant qui vide le seau de chaise dans les WC, prend la pomme de la douche de la salle de bain pour rincer le seau de chaise. Donc, la résistance au changement, c'est évidemment un ennemi. Donc, pendant ce temps-là, la direction des soins a changé. Le projet d'installer des lave-bassins est envisageable et l'achat de plusieurs lave-bassins avait été inscrit dans le plan pluriannuel d'investissement. Autre constat personnel dans un autre établissement, en 2019, dans un secteur EHPAD, un lave-bassin pour 53 résidents. Donc, les photos qui sont là sont des photos que j'ai prises moi-même, donc avec des lave-bassins qui sont usés et sales. Il manque des couvercles, les bassins sont posés sur le sol, il y a des pannes répétées du lave-bassin, une cuve qui est mal entretenue. Et donc, suite à ce constat, on a fait qui était un petit audit aussi des pratiques, la direction a accepté la mise en place immédiate de l'usage unique. Il faut dire que c'était assez impressionnant. Donc, suite à ces constats, eh bien, le lave-bassin, on peut se poser la question, oui, on va réfléchir, donc, il faut essayer de trouver quand même le système qui permette de limiter les dérives, limiter les mauvaises pratiques. De plus, nous, pour l'installation des lave-bassins, nos locaux ne sont pas adaptés à recevoir des lave-bassins et il faudrait envisager des travaux importants. Donc, la troisième démarche, en 2016, c'est un projet de broyeur. Donc, on n'a pas eu la possibilité d'avoir un broyeur en prêt. Donc, on fait quand même des tests sur les bassins et les urinaux en carton. On fait l'essai dans le service des urgences. Donc, on met une poudre gélifiante. Et puis, donc, une fois le bassin en carton qui est utilisé et que l'excréta est gélifié, eh bien, il est mis dans un sac et l'élimination se fait selon la filière adaptée, donc DAOM ou DASRI. Donc, le bilan broyeur, alors évidemment, l'avantage, c'est qu'on a de l'usage unique. On a un urinal qui est très apprécié. On n'a pas de gestion des déchets, donc l'élimination se fait dans les eaux usées. Par contre, l'inconvénient que l'on a noté, c'était les patients de plus de 100 kilos qui écrasaient en fait les bassins en carton. Le stockage usage unique, alors pas pour les bassins, mais pour les urinaux, qui était très volumineux. Donc, donc il fallait de la place. D'après nos services techniques, le diamètre des canalisations n'était pas compatible. On a toujours le transport des dispositifs médicaux pleins d'excréta dans les couloirs. On a les odeurs. On a le bruit du broyeur qui peut être généré par le bruit du broyeur, même si ça ne dure pas longtemps. Apparemment, le nombre de décibels n'est pas négligeable. Et puis, ça consomme de l'eau et de l'électricité. Et puis, ça demande aussi une formation rigoureuse des agents. Ça, c'était un retour d'expérience d'une consoeur dans la région d'Indre-et-Loire. Donc, il y a certains agents au départ qui jetaient les gants dans le broyeur, ce qui bloquait, et bien sûr, les hélices et qui empêchait, qui mettait en panne carrément le broyeur. Donc, le projet broyeur, on va réfléchir. Et puis, nous organisions régulièrement des forums en hygiène et celui du 24 novembre 2016, on avait le stand numéro 5 qui était consacré à la gestion des excrétas. Donc, on avait fait des affiches et puis un film pédagogique de celui du test à la fluorécéine
et puis la brosse à dents sur le lavabo. Et le directeur de l'établissement visite les stands du forum et s'arrête sur celui de la gestion des excrétas. Oh, il est choqué par le film, test à la fluorescéine, et il nous demande à l'équipe d'hygiène de faire des propositions d'amélioration et de produire une analyse chiffrée. Donc nous, on avait anticipé un peu, et donc on s'était servi d'un outil qui était mis à notre disposition par l'Arlin de la Haute-Normandie en 2014, un outil d'aide à la décision qui comparait en fait toutes les solutions existantes et qui notait toutes les lignes de dépenses. Et donc la solution la plus économique, donc c'est le change complet, bien évidemment, qui n'est pas possible à généraliser. On ne va pas mettre d'échange complet à des gens qui sont simplement hospitalisés en chirurgie et qui sont valides. Et puis, la deuxième solution, c'est le sac à usage unique. Donc, l'étude économique, elle est favorable au sac à usage unique. Donc, l'étude de coût, comme on l'avait anticipé, eh bien, on a pu la présenter à notre directeur tout de suite, donc du 24 novembre, et on a eu le feu vert de notre directeur le 1er décembre 2016. Donc là, à partir de là, on met des sacs à bassin en systématique et on a encore les sacs pour le recueil des urines à mettre en place. Et donc, on fait des essais de sacs collecteurs des urines fin décembre 2016 avec un bilan de satisfaction qui est mitigé. Pourquoi? Parce que voilà, on utilisait le support était rigidifié par une petite collerette en carton et donc les personnes avaient beaucoup de mal à tenir ce sac. Et puis, lors du congrès de la Société d'hygiène hospitalière à Nice en juin 2017, eh bien, nous faisons la connaissance de la société dont on ne doit pas dire le nom, donc la société IGI, qui propose donc des supports bassins à patients uniques qui sont facilement pilables, des sacs avec tampons gélifiants qui s'appliquent sur le bassin, des urinaux avec des sacs et des tampons, donc un support urinal avec des sacs et tampons, des supports et des sacs vomitoires, et puis une balance qui permet de réaliser, de peser, de prendre en compte les durèses. Donc à partir de ce moment-là, tout va très vite. Au retour du congrès, je présente le concept donc à Eric, et puis qui est infirmier à l'époque, et puis au correspondant en hygiène. Et puis tout le monde semble d'accord. Donc il ne reste plus maintenant qu'à mettre en place les essais. Du coup, on l'a débuté en fait les premiers essais dans un service de médecine sur un étage, au premier étage. Donc, c'était en octobre 2017. Cet essai a été vite concluant avec des résultats très satisfaisants. On a pu le généraliser assez rapidement en décembre 2017, 2 mois après, sur l'ensemble des services qui concernaient l'autre service de médecine, un service de SSR à l'époque, et au niveau de l'EHPAD et des urgences. Pour revoir au niveau des dotations, on a fait appel au cadre de santé pour faire l'évaluation des besoins. Et ensuite, on a mis en place en même moment des formations pour l'ensemble des agents qui avaient été réalisées par un des responsables commerciaux. Et c'était complété par des formations en interne par l'équipe d'hygiène et notamment sur la gestion des diurèses. Ce circuit des patients uniques, ce circuit, en fait, le patient qui arrive aux urgences, on va lui attribuer un support, que ce soit un bassin et ou un urinal. Ce support va le suivre pendant tout son séjour. Il va du coup monter en service de médecine, voire même aller au SSR avec, puis aller en EHPAD. Ça sera toujours son support à lui. Il est toujours prêt à l'emploi, propre et systématiquement recouvert d'un sac avec tampon gélifiant. Entre deux utilisations, on met en place en fin de compte un essuyage avec un produit détergent désinfectant pour qu'il soit toujours propre. Si le séjour dure trop longtemps et que le support vient à être abîmé, il peut être remplacé. Sinon, il sera éliminé seulement à la fin du séjour et il est éliminé dans les déchets recyclables. Pour ce qui est des sacs pleins, après utilisation, ils sont éliminés dans les ordures ménagères,
sauf en cas de Clostridium difficile, gastroentérite et BHRE. Ils sont dans ce cas-là éliminés dans les DASRI. Donc, parallèlement à la mise en place de ces dispositifs, on a rédigé un protocole avec des fiches techniques à partir des tutoriels proposés par Régie. Dans ce protocole, on retrouve la protection de la tenue du soignant, la définition du circuit des supports hein, qui part des urgences tout pendant le séjour. On décrit l'entretien entre deux utilisations avec un détergent désinfectant, les sacs qui sont remis systématiquement sur le support après utilisation pour être disponibles rapidement. Et ça, c'était un retour des utilisateurs hein, puisque ça leur permettait d'avoir toujours un sac à disposition lorsque le patient avait besoin de son bassin ou de l'urinal. On a décrit la gestion des diurèses avec l'utilisation de la balance et on a décrit aussi l'élimination des déchets. Donc, toutes les fiches techniques décrivent l'utilisation des sacs. Et après, au bout d'un an, on a réalisé une enquête de satisfaction. Cette enquête est sous forme de questionnaire. C'est un quick audit, il n'y avait que 4 items, notés de 1 à 4. 1, c'était insatisfaisant, 4, très insatisfaisant. Les 4 items, il y avait la capacité d'absorption du tampon, la facilité d'utilisation des sacs de recueil, le confort d'utilisation du support pour le patient et la facilité d'utilisation du support par le soignant. Du coup, ça s'est déroulé en mars-avril. On a eu un retour de 62 fiches et les commentaires étaient plutôt très positifs. En fait, on est arrivé à une note globale qui était quand même de 16 sur 20, donc une excellente note. Le point sensible, c'était quand même au niveau de l'utilisation de l'urinal par des patients qui étaient très âgés. Les commentaires qu'on a pu avoir avec le quick audit, c'était des soignants qui trouvaient que c'était plus propre qu'avant, avec une hygiène très satisfaisante, une utilisation qui est très facile et pratique, pas de problème de stockage pour les dispositifs. La plupart des dispositifs étaient stockés aux urgences puisqu'après ils suivaient le patient. Et sinon, les supports à bassin sont facilement empilables. Et on parlait aussi d'un gain de temps, ce gain de temps parce que plus de vidange, plus de trempage. Qui dit plus de vidange, plus de trempage, dit plus de temps avec le patient et donc moins de temps avec le bassin. Les petits axes d'amélioration qui nous ont été remontés par les utilisateurs, notamment, comme je vous le disais, hein, l'urinal, pour chez la personne âgée, un âge supérieur à 87 ans. Problème de préhension au niveau de l'urinal et parfois un urinal qui pouvait être renversé avant que l'urine ne soit gélifiée. Les soignants, sinon, nous ont fait remonter que c'était un changement des habitudes hein, par rapport à la gestion des diurèses, puisque pour la diurèse, il fallait bien noter à chaque fois qu'on recueillait le sac, alors qu'avant, elle faisait au bout des 24 heures. Donc, les urines qui étaient recueillies dans le sac avec le tampon gélifiant et pesé. Et pour tout ce qui était envoyé au laboratoire, les urines des 24 heures, l'urine devait être recueillie dans le sac sans tampon, donc il fallait retirer le tampon pour le verser dans le flacon du laboratoire. Et donc, moi, je vais vous communiquer quelques chiffres, donc, puisque maintenant, ça fait plus de 5 ans que nous utilisons notre système. Donc, alors, déjà, au niveau des déchets, des ordures ménagères et des DASRI, donc en tonnage, en bleu, vous avez les DAOM et en orange, vous avez les DASRI. Donc, en fait, on note pas d'augmentation notable du tonnage des DAOM. On note une petite augmentation des DASRI en 2021 et 2022, mais en 2023, donc là, je ne l'ai pas noté, mais en fait, qui semble revenir là, fin novembre, au niveau de 2020. Donc, il y a autre chose. Sinon, ce que nous faisons quand nous observons comme ça une augmentation, une déviance hein, au niveau des DASRI, on fait un audit sur le tri des DASRI et on voit ce qui pêche. Mais là, a priori, c'est en train de redevenir, rentrer dans les normes. En ce qui concerne le suivi des consommations des dispositifs médicaux en unités de distribution, donc on peut voir qu'au niveau des sacs à urine, on a augmenté la consommation des sacs. Au niveau des sacs à bassin, c'est à peu près stable. Les supports urinales, il y a une légère augmentation. Les supports bassins, il y a une légère augmentation. Les tampons, on est à peu près stable. Hein. Donc, ce qui augmente, c'est les sacs urinales. Et alors, donc, pourquoi ça augmente? Eh bien, c'est
c'est dû à l'utilisation qui est élargie, voilà, élargie avec l'EHPAD. L'EHPAD, au départ, n'utilisait très peu, et donc ils se sont mis à utiliser de plus en plus le système. Et puis, on a eu une augmentation de l'activité aussi entre 2021 et 2022 de 7% en médecine. Donc, ceci explique cela. Donc, la répartition des consommations en 2022 par article et par service, vu le circuit que nous avons mis en place, hein, forcément, tout ce qui est support, ce sont les urgences qui sont les plus distributeurs, hein, puisque le patient, il arrive essentiellement aux urgences et donc il va suivre son périple dans les autres services. Et puis, après, ce sont les médecines qui sont les gros consommateurs de tampons, de sacs urinaux et puis de sacs à bassin. Et par contre, les supports vomitoires et les sacs vomitoires sont essentiellement consommés par les urgences parce qu'en fait, les autres services préfèrent utiliser carrément une bassine et sur laquelle ils mettent un sac à bassin. Et parce que comme ça fait une plus grande ouverture pour permettre aux personnes qui sont âgées, hein, d'avoir une meilleure préhension, et ils visent mieux surtout, hein, dans la bassine que dans le support vomitoire. Au niveau des coûts, eh bien, on a des coûts qui sont maîtrisés, hein, par rapport à ce que l'on avait prévu. Donc, la mise en place 2017, hein, donc on a établi un stock de base. Et puis, on voit qu'après, eh bien, on a une stabilité, hein, parce qu'en fonction là, on a une augmentation en 2022, mais aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a une augmentation du nombre de journées d'hospitalisation. Et sinon, dans les autres années, 2019, 2020, 2021, on est à peu près à 26 000 en moyenne, une consommation de 26 000 euros voilà, pour l'utilisation de notre système. Alors, si on compare les coûts, si on avait mis en place des bassins. Donc, comme le Haut Conseil de santé publique nous l'a recommandé en 2013, donc on est à un lave-bassin pour 12 lits. Donc, nous, à nos gens, 60 lits de médecine, c'est minimum 4 lave-bassins, 30 lits de SSR, 2 lave-bassins, les urgences, un lave-bassin, l'EHPAD, 160 lits, on a 5 secteurs, donc c'est au minimum 5 lave-bassins, et on n'est pas avec les ratios, hein, mais bon, on essaye de faire au minimum. C'est 12 lave-bassins minimum pour un établissement de 257 lits. Le coût par an calculé, donc il y a une étude qui a été faite par France Reval en 2021 dans un EHPAD, où ils ont comparé le coût de 4 lave-bassins versus 4 broyeurs. Cette étude, elle est très intéressante parce qu'elle prend en compte toutes les lignes de dépenses, l'achat, l'amortissement sur 7 ans, la maintenance, les consommables, les coûts de fonctionnement, la main-d'œuvre, etc. Et donc, 4 lave-bassins, c'est 17 700 euros. 4 broyeurs, c'est 10 000 euros. Donc, pour nos gens, si on extrapole à 12 appareils, 12 lave-bassins, c'est 53 300 euros par an, et 12 broyeurs, ça aurait été 30 000 euros. Donc, on est à peu près équivalent au niveau des coûts avec le broyeur, sauf que nous, le broyeur, on avait des soucis d'installation et on a toujours ce transport des bassins dans les couloirs. Alors, le volet engagement éco-responsable. Alors, nos sacs à bassin, le sac à urinal, sac urinal et tampons sont faits avec du plastique recyclé. Donc, on les élimine dans les ordures ménagères. Alors, si on est dans un cercle vertueux et que l'on a une usine d'incinération, comme il y en a une dans la région Eure-et-Loir, hein, il y a une usine d'incinération, et avec l'énergie qui est produite, eh bien, on fournit de l'électricité et du chauffage à des logements sociaux. Les supports, eux, donc supports bassins et urinaux, donc sont faits avec du plastique, hein, et donc ils sont recyclables. Donc ils vont dans les recyclables creux et ils vont servir à faire des polaires, des stylos ou bien d'autres bassins, d'autres sacs plastiques. Enfin bon, voilà, je ne sais pas s'ils reprennent ce plastique-là, hein, mais ça peut être envisageable. Évidemment, si on a dans notre circuit d'élimination des ordures ménagères le système de l'enfouissement, bien évidemment, c'est moins bien, c'est moins éco-responsable. Donc, ce qui est important, c'est qu'il faut choisir un prestataire d'élimination des déchets qui les valorise au maximum. Je pense que ça, c'est dans l'air du temps parce qu'on se rend compte que vraiment, l'enfouissement n'est pas forcément la bonne solution.
Une autre étude dont je veux vous parler, c'est une étude d'impact environnemental qui a été faite par Ecovamed sur la gestion des excrétas en établissement de soins. Donc, c'est une étude qui est toute récente, hein, qui vient de sortir, novembre 2023, et qui porte sur les critères suivants, donc l'empreinte carbone et la consommation d'eau. Donc, il y a 5 options qui ont été étudiées. La première, donc, c'est le bassin de lit en polypropylène utilisé avec un sac de recueil recyclé, utilisé par un seul patient, le bassin étant jeté après chaque patient, mis en déchetterie ou incinération selon le moyen de traitement des déchets européens. Le deuxième, c'est le bassin de lit en polypropylène lavé après chaque utilisation. Donc ça, c'est le lave-bassin. Le troisième, c'est le bassin de lit en polypropylène utilisé avec un sac de recueil, le bassin étant lavé à la fin de chaque séjour d'un patient et réutilisé ensuite. Donc, on a toujours un lave-bassin. La quatrième, c'est le bassin de lit en polypropylène utilisé avec un sac de recueil en matière biodégradable, le bassin étant lavé à la fin de chaque séjour d'un patient et réutilisé ensuite. Donc ça, il faut toujours un lave-bassin. Donc, elle est en italique, celle-ci, parce qu'en fait, le sac biodégradable, pour le moment, n'existe pas. Et puis l'option numéro 5, c'est le bassin de lit en carton cellulose à usage unique et mis en broyeur après utilisation. Donc en fait, l'expertise, elle fait l'analyse des cycles de vie des produits de santé et elle évalue leur empreinte carbone. Donc pour les dispositifs médicaux, les médicaments. Hein, donc si vous voulez, l'étude pourra vous être transmise par la société didactique. Donc les résultats, et donc il y a le calcul pour toutes les options, il y a le calcul d'un score par la méthode PEF 3.0. Je ne vous en dirai pas plus parce que je ne sais pas à quoi ça correspond. Et donc on peut voir là sur ce tableau récapitulatif que l'option 1, 3 et 4, donc elles apparaissent en vert, ont des impacts environnementaux qui sont à peu près similaires. Donc comme je vous l'ai dit, l'option 4 n'existe pas, donc, puisqu'il n'y a pas de sacs biodégradables qui sont mis à disposition à ce jour. Donc, on peut voir que l'option 2, donc elle a un score de 23,7, obtient la meilleure note, hein. Non, une très mauvaise note, pardon, parce que c'est le lave-bassin avec l'électricité, l'eau, etc. L'option 5, elle n'a pas une bonne note non plus, enfin moins bonne note, meilleure que le lave-bassin, mais elle est moins bonne que l'option 1 et 3. Ça, c'est donc le broyeur. Hein. Pourquoi? Parce qu'il utilise aussi de l'eau et de l'électricité. Et donc, les deux options qui restent, qui sont l'option 1 à patient unique et puis l'option 3, le sac à usage unique à le lave-bassin, obtiennent les meilleures notes. Alors, bien évidemment, l'option 3, donc, elle obtient la meilleure note avec les critères qui font partie de l'étude. Hein. Ça, c'est du fait que le bassin, il est réutilisé et ça compense la consommation d'eau et d'électricité. Mais par contre, l'investissement, la maintenance de l'appareil ne sont pas pris en compte. Voilà. Et donc, notre option 1, elle obtient une note qui est correcte. Il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de maintenance, il n'y a pas de mobilisation de local spécifique avec une marche en avant. Voilà. Et finalement, en fait, quels sont les points positifs de la solution à patient unique? Si on le regarde du point de vue des soignants, c'est une utilisation qui est très simple, avec du coup une adhésion totale des soignants, plus de transport de bassins dans les couloirs, plus d'élimination des excrétas dans les toilettes, donc une réduction du risque de contamination de l'environnement, moins de dérives possibles car pour le coup, vidange des poches à urine peut se faire directement dans le sac avec un tampon gélifiant et plus dans un bocal par exemple. Et bien sûr, le gain de temps avec plus de transport à l'autre bout du couloir, plus d'entretien du matériel, on s'occupe moins du bassin et plus du patient. Donc des dispositifs aussi toujours disponibles, propres et sûrs. Alors, ça c'était. Alors, sinon, du point de vue du développement durable, donc bien, on a des supports qui sont recyclables, on n'a pas de dépenses annexes, électricité, eau, produits chimiques. En ce qui concerne les services techniques, eh bien, on n'a pas de problème technique, hein, de canalisation, d'arrivée d'eau. Pas besoin de place et de locaux pour installer des machines dans des bâtiments anciens. Et puis la direction et les services financiers, un coût des consommables, les coûts de consommables qui sont maîtrisés, il n'y a pas de dépenses annexes à prévoir et il n'y a pas de dépenses inutiles. Voilà. Et sinon, pour les équipes d'hygiène,
On a un retour avec une mise en place facile et une formation assez simple à prodiguer auprès des soignants. L'utilisation simple fait qu'il y a une meilleure adhésion de la part des soignants et peu de résistance au changement. Peu ou pas de dérives possibles au niveau des bonnes pratiques. Ça participe à la maîtrise des risques de transmission croisée et petit bonus, la satisfaction des patients. Donc, suite à ce constat qui a été très positif, enfin, les 3 établissements de Nogent, Châteaudun et La Loupe, donc 840 lits en tout, hein, qui sont dirigés par une direction commune, administration ressources humaines, donc ont validé la mise en place du système dans certains services. Donc, à l'hôpital de Châteaudun, par exemple, dans le service d'EHPAD et du SLD, donc en tout 250 lits, donc on a mis en place le système à patient unique sur les 250 lits. En médecine et SMR qui sont équipés de la bassin, on l'utilise uniquement en cas de BHRE, de clostridium ou d'épidémie de gastro-entérite aiguë. Voilà. Au niveau de l'hôpital de La Loupe, donc avec le parc de lave-bassin qui était vieillissant et suite à l'audit de 2019, donc et puis un seul lave-bassin pour 53 résidents. Donc la direction on avait réussi à avoir cette promesse, hein, c'était que la direction elle a validé le non-renouvellement des lave-bassins en panne et leur remplacement par la mise en place du système à patient unique. Donc, le lave-bassin, au départ, donc la mise en place du système à patient unique, ça a été fait de façon progressive, hein. D'abord, c'était en cas de gastro et de clostridium. Et dès que les lave-bassins étaient en panne, et donc pas de réparation. Depuis 2022, il y a eu une généralisation de l'utilisation du système sur les 150 lits de l'établissement. Aujourd'hui, en région Centre-Val de Loire, donc on retrouve les produits qui nous conviennent et sont référencés au marché régional. Il y a plusieurs établissements du 28 qui utilisent ce concept, hein. Donc, il y a l'hôpital de Dreux, l'hôpital de Chartres, et puis nos 3 hôpitaux de direction commune, Nogent-le-Rotrou, Châteaudun et La Loupe. Donc, en fait, il n'en reste plus qu'un, c'est l'hôpital de Bonneval, qui lui est en psychiatrie, et donc il n'y a pas besoin forcément d'utiliser ce système-là. Et donc, environ 300 établissements en France qui utilisent ce système de sac de gestion des excrétas à patient unique. Alors, on a mis en place d'autres axes d'amélioration. Donc, nos locaux utilités salles ont été rénovés avec la mise en place d'une marche en avant. On a fait des audits de pratique sur le change et sur la toilette. Donc, pour la toilette, par exemple, on a attribué 2 bassines par patient et par séjour, donc avec une bassine pour la toilette du haut et une bassine pour la toilette du bas. Et puis, on avait de la formation des agents qui était prévue par la simulation. Ça a été retardé parce que notre petit camarade Covid est arrivé et qui nous a un petit peu retardé. Voilà. J'en ai terminé, nous en avons terminé. Nous vous remercions pour votre attention. Et si vous avez des questions, au cas où vous avez des questions. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup, Gilda, pour votre excellente présentation. J'espère que ça a été intéressant pour tous nos spectateurs. Maintenant, passons aux questions-réponses. Je vous rappelle, si vous avez une question à poser, vous avez les petits modules QR juste en bas sur lesquels vous pouvez écrire votre question et nous la lirons selon les temps qui nous est permis. On va dire ça comme ça. Donc, commençons avec la première. Donc, un de nos spectateurs nous demande quelles ont été vos techniques pour engager les équipes dans ces changements? Qu'est-ce que vous avez mis en place et est-ce que vous avez des recommandations à ces sujets? Oui, alors la technique, elle est assez simple, hein. C'est qu'on a créé des groupes de travail dans un premier temps pour présenter le produit et étudier un petit peu aussi au niveau des pratiques comment on pourrait le mettre en place. Voilà, de toute façon, nous, on avait vraiment quelque chose qui n'était pas du tout satisfaisant, hein, et les agents se rendaient bien compte que nos pratiques n'étaient pas normales et n'étaient pas conformes, hein, à ce qu'il fallait faire. Même s'ils essayaient de faire le mieux possible, ils sentaient bien qu'il y avait des failles. Et franchement, donc la mise en place, l'acceptation s'est faite, mais vraiment facilement. Pourquoi? Parce que ce concept, il est simple.
On a un bassin qui est pour un patient, on a un sac et tout ça. Et la mise en place du sac sur le bassin, elle se fait très facilement. Avec l'organisation que les soignants eux-mêmes ont proposée, le bassin, il est toujours prêt à l'emploi avec son sac et son tampon. Il est à côté du lit du patient et tout ça, il est prêt à l'emploi. Et franchement, ça n'a posé vraiment mais aucun problème. Il n'y a eu aucune réticence pour Les soignants aussi avaient ce sentiment qu'ils pouvaient rester auprès du patient. C'est-à-dire qu'ils allaient du coup, avant il fallait emmener, les bassins ou l'urinal, jusqu'aux toilettes ou les ramener pour le trempage. Alors que là, en fin de compte, on ferme le sac, on va jusqu'au bout du soin, et on sort avec le déchet et on a fini avec le patient, à ce moment-là. On n'a plus besoin de le quitter, on peut rester auprès du patient. alors Vraiment que ce gain de temps auprès du patient. c'est ça. Et donc, on finit, comme tu dis, le soin. Donc, on remet la personne en place, en position. Hein, on la recouvre, on fait tout ça. Et donc, Mmh. on finit avec la personne. Hein, voilà. C'est une Parfait. Merci beaucoup de votre réponse. Donc, prochaine question. Quel est le statut d'un urinal à usage unique avec les sachets de poudre absorbants, dispositif médical, produits frontières? Et ça, je peux peut-être répondre. C'est plutôt des dispositifs médicaux, ça. C'est des classes 1. oui, oui, ouais, mais oui, j'ai pas Euh, bien. je vais corriger si je me trompe, hein. D'accord. C'est le système Vous avez le urinary, droit. les Ah oui, hygiéniques avec d'accord, le s'il vous sachet, plaît. quoi, hein, Oui, c'est oui, bon. d'accord, c'est un DM. C'est un Mmh. dispositif médical. Oui, oui, Oui. c'est ça. Oui, oui. Donc, il y a une question aussi sur accepteriez-vous de partager les protocoles et les fiches techniques? Bien sûr, il n'y a aucun souci. Pas de problème. Mais on s'est basé, beaucoup sur les fiches techniques qui avaient déjà été créées par le fournisseur. Mmh. Avec des petites, Pour les fiches techniques, ouais. des petites variantes On parce les a que adaptées en fin de compte à oui, notre établissement. à l'établissement et à nos pratiques à nous, parce que c'est un produit qui n'est pas français et donc on n'a pas forcément les mêmes consignes d'hygiène et tout ça. Donc Mmh. on a adapté, nous, à nos recommandations de la société française et voilà, d'hygiène hospitalière. Très clair. Donc, on a une autre question. Qu'en est-il des patients âgés sur l'utilisation du dispositif? Il n'y a pas de dérive d'utilisation sur ce type de dispositif par les patients désorientés. Alors on n'a jamais eu ce retour-là. Il faut savoir qu'en fait, le support en lui-même, a la particularité d'être troué. C'est-à-dire qu'on ça limite la dérive je vais quand même utiliser le bassin, même s'il n'y a pas de L'urinal. sac ou L'urinal. l'urinal. Et donc du coup, ça a très vite été, intégré, au niveau des patients, même des orientés, sachant que le soignant mettait tout de suite le sac à disposition. Ce qui fait que si la personne venait à l'utiliser, elle avait déjà le sac dessus. Donc ça a limité vraiment ces dérives-là. C'est vraiment au niveau de la pratique, les soignants qui se sont appropriés aussi, les organisations, des soins, qui ont permis d'éviter, ce genre de dérive. Mais non, on n'a pas eu forcément de dérive, hein. Comme on vous l'a dit dans la présentation, la seule chose, c'était la préhension, mais en fait, la préhension de l'urinal. Cet urinal, il a une poignée. Et en fait, donc après, on avait comme projet de faire une petite fiche technique pour ces personnes âgées avec des petits dessins pour leur dire comment le prendre. Parce un urinal, il n'y a pas de poignée. Un urinal, on doit mettre les mains autour Du col. du col. Et c'est pareil, hein, quand on a de l'arthrose dans les mains, etc., c'est pas forcément pratique non plus. Donc, en fait, ce retour qu'on avait que l'urinal n'était pas forcément pratique ou enfin pas stable, etc., par les personnes très âgées, en fait, ils avaient la même chose, ils ressentaient exactement la même Mmh. chose avec un urinal de forme classique, quoi. Voilà, quand on a mal aux mains, on a mal aux mains. Hein, c'est voilà, C'est c'est ça. toujours Alors que compliqué. l'avantage du sac dans lequel il y a un tampon gélifiant, c'est que l'urine, elle est gélifiée rapidement et donc on a moins de risque de déversement, de le poser sur la table de nuit et tout ça et qui se renverse. Et là, il se gélifie rapidement et donc il y a, hein, on n'a pas Surtout de… que cette poignée, en fait, elle a aussi un atout, c'est qu'elle permet notamment sur les lits avec les barrières de lit, de de pouvoir s'accrocher. l'accrocher. Donc on n'est même plus à poser l'urinal sur l'adaptable, là où on va poser le plateau repas. Donc il y a aussi ça, comme retour positif, c'est quand même plus propre, hein. Et là, aujourd'hui, en fait, lors de la mise en place, les patients qui avaient l'habitude d'avoir un urinal en plastique, au départ, on a eu quelques retours. Aujourd'hui, maintenant qu'on l'a mis, en place depuis plusieurs années, on n'a plus ces retours-là.
Alors, bon, je pense qu'on s'est posé la question, hein, je pense qu'on refera de toute façon un coup public. Oui, Mais au jour d'aujourd'hui, les correspondants en hygiène ne me rapportent plus, en fait, ces difficultés. Donc, peut-être, une meilleure adhésion et pareil, hein, c'est aussi, les ouais. freins au changement, hein, qui ont pu s'appliquer et qui aujourd'hui, sont levés. Il y a une question là, avez-vous eu des réticences du personnel au début de la mise en place? Pas du tout. Non, au contraire. Au contraire, Alors, si, une seule chose, une question, c'était les trous dans le bassin. Ils se posaient des questions au départ, on a des agents mmh, qui disant: «Oh, mais le bassin, il est troué, et tout ça». Ben oui, mais le bassin, on met un sac dessus quand même, hein, donc il y aura pas il y a pas de il y a pas de risque, il y a pas de problème. Mais de voir un bassin avec des trous, ça les a il y en a certains que ça a questionné, oui. n'est-ce pas? Voilà, Donc, hein, il fallait qu'ils s'habituent. Il y a c'est ça, aussi, les diuréses qui revient oui. souvent, hein. Au départ, parce que changement d'habitude. Autant, le sac, ça leur paraissait plus propre et que du coup, ils ont très vite adhéré à ce principe-là. Gain de temps aussi, hein, pour eux, aujourd'hui où les équipes sont compressées, où il faut courir, quand on leur fait gagner du temps, forcément, ils adhèrent beaucoup plus facilement. La durée, ça leur a quand même posé question parce qu'il fallait bien penser à chaque fois qu'on vidait le sac si la personne avait une diurèse, à prendre le peson et à calculer le volume, à le noter et on n'était plus dans la lecture au bout des 24 heures qui est souvent faite à la fin de la nuit où on regarde le volume des 24 heures. Donc petit changement d'habitude, qui a pris quelque temps et aujourd'hui qui est bien intégré. Mais effectivement la diurèse, c'est un point qui peut être sensible Mmh. parce que, pas Ça habituel. change les habitudes. Mmh. Alors, il y a une question là, l'événement est désirable avec l'ingestion du stick de poudre absorbante. Donc là, on risque pas d'absorber parce que ce sont des tampons. Donc des tampons pour l'absorber, ce sont des tampons qui font, ils font combien, Valentina? Ils font 20 centimètres sur 10 à peu près? Hein, les tampons pour les Et sacs, en 20 hein? centimètres par 15, quelque chose comme ça. Voilà, Tout à donc fait. c'est ça, c'est quelque chose qui n'arrivera pas avec les tampons. Autant le stick de poudre, ça je comprends, on peut le confondre avec une poudre de un médicament ou autre. Le tampon, ça va être compliqué pour absorber le tampon, hein. Je pense que c'est ça, c'est pas possible, hein. Ça va être compliqué. Non, c'est une sécurité aussi ça. Ça n'existe pas. Ça n'existera pas. Merci beaucoup. On Donc, avait, une autre question, c'était en moyenne de bah, alors là, combien de sacs par jour ou par 24 heures? Bah, ça, C'est en fonction des c'est variable, hein, des patients que l'on va retrouver au niveau du bah, ouais, service, hein, voilà. forcément, Il y en a un qui fait pipi 3 fois par jour et l'autre qui fait 10 fois toutes les 10 fois par jour, forcément, ça va être c'est un sac à chaque fois, hein. Donc ça on a dans nos consommations, hein, on a un nombre de consommations en fonction des journées d'hospitalisation. On peut vous dire par journée, hein. Donc les donc là, par exemple, si je reprends mes chiffres, en 2022, on a eu donc 20 000, 2022, on a eu 20 520 journées d'hospitalisation en médecine et on a utilisé, ah oui, non, mais là, j'ai toute ma consommation, je ne l'ai pas par service là. Les urinaux par médecine, j'ai pas les, si, je l'ai en médecine. Les sacs urinaux, non, 53%. Donc, il faut faire un petit calcul. Je pourrais vous répondre après. Voilà, mmh, je répondrai après. Vous donner les chiffres. on Voilà, doit les avoir, mais ouais, faut juste qu'on qu'on réponde qu'on après. les calcule. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas la réponse à votre question, on vous l'enverra par mail par la suite. Donc, dernière petite question qu'on prend, ces bassins sont-ils utilisables pour des personnes très obèses? Alors, ils s'utilisent avec un réhausseur. Il y a un autre système qui se met en dessous, qui se met sous le bassin pour avoir plus de solidité, hein. Ça s'appelle le réhausseur. Voilà. Donc, il est utilisable aussi pour les personnes obèses. Il n'y a aucun problème. Et pour répondre à la question précédente, le peson est fourni par le Mmh. fournisseur. Oui, absolument. Le peson est fourni par le fournisseur. Absolument. N'est-ce pas, Valentina? Ok.
Écoutez, je pense qu'on peut terminer ici les webinaires. Je vous remercie beaucoup, Eric et Gilda, pour votre intervention, pour votre passion dans ces sujets. Ça se voit que c'est un long combat que vous avez mené. Je suis contente de voir qu'aujourd'hui, vous avez trouvé quelque chose qui convient à vous et à vos équipes. Et puis, bah, qui est élargi quand même à 5 établissements sur le département, et donc dans des services qui sont importants à Chartres. Hein, là, ils l'ont mis dans un service de soins de suite et de réadaptation. Ils envisagent de le mettre en réa parce qu'ils construisent une nouvelle réa. Enfin bon, voilà quoi. C'est un système qui tient la route et voilà, franchement, que nous recommandons. En Ouais. tout cas, on en est On est très contents. très content et convaincu de son utilité. Et le directeur aussi, et les services financiers aussi, donc tout va bien. Ça satisfait tout le monde. C'est parfait. Merci beaucoup. Je souhaite à vous et à tout le monde une excellente soirée. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous recevrez bien évidemment les replays pour tout ça. Merci à vous. Au Au revoir. revoir. Au revoir.